Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du kiosque que j'ai le plaisir d'animer en la compagnie de Daniel Compère, le boss du Progressiste, rédacteur en chef du journal Progressiste que j'ai en main. Voilà. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Jusqu'à présent, j'étais patron, maintenant je suis boss. Eh ben, il y a une évolution. En tout cas, merci d'être avec nous. Gabriel Gallion, merci beaucoup. Rédacteur en chef de France Santé. Non, là, on fatigue. Là, on fatigue. Comme il n'y a que des rédacteurs en chef là, bon, ben très bien. Non, Pardon. En tout cas, l'exception. merci. Merci d'être avec nous, Gabriel. Ensuite, Michel Branchy, le rédacteur en chef de Justice. Bonsoir, Michel. Bonsoir à tous Je et à le toutes. présente. Hein. Voilà. Voilà. Non. Alors, je précise que le Progressiste et Justice, vous sortez en même temps. Hein. C'est-à-dire le mercredi. Le progressiste sort le mercredi, mercredi. et justice le jeudi. D'accord. Tout à fait. Très Alors, bien. le C'est bien parce que entre Martiniquais, vous vous arrangez pour sortir chacun son tour. Comme ça, il a le temps de nous lire pour pouvoir nous répliquer. non, quand même. Le rythme est quand même hebdomadaire. Il est daté du mercredi Oui. et le nôtre est daté du jeudi, mais en fait, il sort le mercredi soir. Bien sûr. Ils sont le mercredi soir, d'accord. Ouais. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, Michel Branchy d'être avec nous. Eddy Marajou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Eddy, c'est le boss de Business News, de Senior News, enfin, de beaucoup de choses. Un entrepreneur. Un entrepreneur. Ouais, oui. Je voudrais d'une part remercier Juliette qui la semaine dernière a animé cette émission avec brio, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, je voudrais aussi m'excuser auprès de nos amis téléspectateurs sur le SAT, puisque vous êtes restés presque 5 jours sans voir vos émissions préférées. Donc, je suis désolé. C'était une panne que nous avons eu du mal à cerner et à réparer. Mais enfin, c'est chose faite. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Comme à l'accoutumée, on n'aura pas suffisamment de temps pour vous parler de choses intéressantes. Je voudrais, puisque nous sommes juste à côté, nous sommes à la Pointe-Simon, et aujourd'hui, on inaugurait l'hôtel Simon Hôtel. Simon Hôtel, juste à côté donc, du studio de Zouk Télévision. Mais je voudrais aussi parler du tourisme de croisière, parce que j'ai beaucoup entendu des responsables politiques expliquer que le tourisme de croisière ne rapporte rien à la Martinique et qu'il faut développer le tourisme de séjour. de séjour. Alors, j'ai la semaine dernière eu la chance d'aller faire un reportage sur un bateau, là, une croisière. Donc, en fait, je n'étais pas en croisière, je travaillais. Mais enfin, bon, j'ai eu l'opportunité donc, de voir comment ça se passe. En croisière. Voilà. C'était la croisière de la voyance. Et je faisais un magazine sur ça, en fait. D'accord. Donc, nous avons fait un certain nombre d'îles. Et à chaque île, je voyais qu'il y avait plein de personnes qui descendaient. En Guadeloupe, la dernière escale avant la Martinique, beaucoup de Martiniquais, de Vénézuéliens, tout ça sont descendus, on fait des achats toute la journée. Et je présume que lorsqu'ils arrivent aussi en Martinique, ils doivent faire ça. Alors, quand j'entendais dire qu'un touriste de croisière ne dépense que 20 €, moi je pense que ce n'est pas vrai. Parce que je vous dis sincèrement, ce que j'ai vu durant toutes les escales où nous sommes allés, j'ai vu des touristes dépenser beaucoup d'argent. Je ne pense pas que chez nous, ils dépenseraient moins. Est-ce que vous avez déjà fait une étude sur cette histoire? Oui, Eddy? Nous, oui. Oui, on a fait des études à l'époque. Et on peut vous dire qu'ils dépensent largement plus que 20 € en moyenne. Bien sûr. Mais surtout, en fait, il faut qu'on explique pourquoi il y a cette image qui est donnée du tourisme de croisière. Parce qu'il y a deux camps. C'est ça qui est intéressant. Il y a le camp des hôteliers qui considèrent que le tourisme de croisière est concurrent du tourisme hôtelier sur le plan des dépenses de communication. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent, et donc ils contribuent à faire passer le tourisme de croisière comme le parent pauvre du tourisme pour que les gens qui ont de l'argent public à dépenser ne dépensent pas de l'argent dans le tourisme de croisière, mais plutôt sur les hôtels. En clair, ils veulent qu'on fasse des campagnes à Paris, à Londres, à New York, à Berlin, pour leurs hôtels. Mais la vérité, c'est que le tourisme de croisière est un tourisme fondamental pour une destination de séjour. Parce que souvent, le tourisme de croisière est vecteur d'opinion. Donc, les gens qui viennent visiter un pays une journée, et c'est ça que les études montrent, reviennent à travers le tourisme de séjour. Pour une semaine, 10 jours. Plus longtemps. Donc, les hôteliers devraient dire,
non seulement vous devriez mettre plus d'argent sur le tourisme des croisières, mais vous devriez mettre davantage de bateaux tête de ligne. Pourquoi? Parce que là, par exemple, la Martinique, il faut quand même le savoir, est tête de ligne pour plusieurs compagnies. Et il y a des Brésiliens qui viennent avec Copa, donc qui viennent du Brésil, qui atterrissent ici, qui passent une nuit dans les hôtels, qui partent le lendemain en bateau, qui reviennent, qui repassent une nuit et qui repartent le lendemain. Donc, comme ça, vous multipliez à la fois les revenus de l'île, de manière générale, de l'aéroport, du port et des hôtels. Mais ces obscurantistes de l'hôtellerie martiniquaise, pour certains, pas tous, pour certains, font du tourisme de croisière leur bête noire. Leur tête de turc. Voilà, pour des raisons bassement financières. Tu n'es pas d'accord avec ça, Michel? Mais moi, Sur l'analyse, hein, pas sur, sur l'idée, Oui. sur l'idée que les deux activités peuvent être complémentaires, je la partage. Puisque en matière le tourisme, c'est quand même la notoriété, c'est l'image, etc. Et tout ce qui peut améliorer l'image de la destination martinique peut alors peut-être pas immédiatement, mais à terme, être productif d'amélioration du tourisme. Par contre, ce que je me suis laissé dire, c'est que les compagnies organisent, en dehors des Martiniquais qui sont bons, mais les touristes américains et autres, et qui viennent, les séjours sur les bateaux sont organisés de telle sorte que pratiquement tout est prévu pour qu'ils dépensent leur argent sur le bateau, Oui. et qu'ils n'aient pas envie de descendre. Alors, les chiffres qui circulent, c'est entre 15 € et 60 € par touriste. Bon, on a quand même le chiffre. Hein. Le chiffre, c'est 590 millions d'euros. Le tourisme en général de chiffre d'affaires. Et on voit bien que la part du tourisme de croisière est relativement faible. C'est 2-3% du chiffre d'affaires global. Bon, alors, sauf si on me démontre que les comptes économiques de l'IEDOM, de l'INSEE sont erronés. Bon, alors, c'est intéressant de compléter ça par des enquêtes in situ. Parce que... Qui montre que la dépense est supérieure. Il y a un élément qui est simple, et c'est une forme de réponse à Michel. Si c'était si faible que ça, on est d'accord. Pourquoi tous les pays de la Caraïbe, et notamment les pays où il y a du tourisme de séjour le plus important, je prends un pays où le tourisme de séjour est énorme, les Bahamas. Pourquoi les Bahamas se battraient bec et ongles pour avoir des touristes de séjour? Parce qu'ils ont bien compris la synergie entre les deux. Quand il n'y a pas de tourisme de séjour, il n'y a pas de tourisme de croisière. Quand il n'y a pas de tourisme de croisière, il n'y a pas de tourisme. Les deux vont ensemble parce que le tourisme de... Il faut quand même rappeler, c'est quoi le tourisme de croisière? C'est une journée. Le type, il vient une journée. Donc, il ne peut pas dépenser 250 € en une journée. OK? Donc, forcément... Enfin, il y en a. Je crois qu'à l'escale de Saint-Martin, il dépense ça. Oui. Je crois. Oui. À Saint-Martin, il dépense ça facilement. C'est vrai. Et puis, on peut améliorer quand même l'accueil, etc. Ouais. Ça, je suis d'accord. Faire en sorte que les commerçants soient ouverts le jour où ils sont là. Et puis, il y a l'avitaillement. Oui. Parce qu'on parle des dépenses de tourisme. L'eau. Mais l'eau, l'ensemble des produits alimentaires, il y a des chips, ce qu'on appelle des chips chandlers martiniquais, qui travaillent très très bien et qui ces temps-ci, effectivement, C'est un commerce lucratif. Tout à fait. Moi, je vous dis. Et l'eau de Fort-de-France, je reprends un propos qui était tenu par le Pierre Aliquer. L'eau de Fort-de-France, elle est recherchée par rapport à l'eau des autres pays caribéens concurrents. Ah, tout à fait. C'est un atout considérable. Très bien. Alors, un commentaire sur ça, messieurs? Non, moi, tout ce que j'ai à dire, excuse-moi Gabriel, tout ce que j'ai à dire dans l'optique de ce qu'ont dit mes distingués confrères, n'est-ce pas, c'est qu'en fait, il faut considérer le tourisme de croisière comme un produit d'appel pour le tourisme de séjour. Voilà. C'est vrai qu'en une journée, en une journée, on ne fait pas des trucs extraordinaires, mais quand même, tout en admettant qu'il y a effectivement un certain nombre de touristes de croisière
qui ne bougent pas du bateau. Ah ben c'est clair, c'est la majorité d'ailleurs. Alors, je connais des Martiniquais notamment. Bon, il n'y a qu'à partir le bateau A pour retenir le bateau A. Oui, Sur le bateau, il y a tout. ni bon manger. Ni bon manger. On mange toute la journée. Et puis ni moune. Ni On monde, va rentrer dans le moune. ni casino, ni cinéma, ni toute qualité bail. Mais quand même, les gens descendent, ils font un tour de la Martinique, ils prennent des taxis, ils mangent, ils achètent des souvenirs, ils achètent des bijoux. Bon, donc c'est quand Ça même... fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et Gabriel? Je crois qu'on va, pour revenir, le tourisme de croisière qui ne rapporte pas grand-chose, il y en a beaucoup qui sont nostalgiques des années 60. Dans les années 60, le bateau arrivait, il descendait à Fort-de-France, il prenait un taxi, il montait à Saint-Pierre, faisait le tour, il descendait par le Rouge. À Fort-de-France, il allait chez Roger Albert, il allait chez un tel, il dépensait de l'argent. On ne se préoccupait pas de savoir combien il dépensait. Et puis, au début des années 2000, le tourisme de croisière a disparu. Et on s'est dit, mais on a un problème. Alors il revient. Il revient. On a fait ce qu'il faut pour qu'il revienne. Il revient, mais il ne dépense pas assez. Il n'y a plus la même attraction, il n'y a plus le Roger Albert d'époque. C'est-à-dire qu'il trouve ici, ce qu'il va trouver ici, il le trouve aussi dans les autres îles où il passe, et moins cher. Ouais. Un. Deux, il vient, il se balade dans Fort-de-France, 3/4 des magasins, c'est vide, c'est fermé. Voilà. Et sinon, et les gras ouverts, c'est la même chose qu'il trouve à Saint-Martin, à Saint-Lucie, un peu partout. C'est pas trop attiré. Donc il a soif, il a faim. Et bien il va essayer d'acheter un sandwich, d'acheter un truc. Les kiosques de la savane, 3/4 sont fermés. C'est pas à 22h que le mec va aller manger un sandwich dans le kiosque de la savane. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Coca à 2,50 €. Ou bien alors c'est un coca, lui pète le porte-monnaie, 3 € le coca, quoi. 3, 5, 7, 8 € le coca. Faut savoir ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de dire il ne dépense pas, il faut savoir qu'est-ce qu'on lui offre et qu'est-ce qu'on lui propose pour qu'il dépense, pour qu'il participe. On fait quoi? Quelles sont les boutiques touristiques qui existent sur Fort-de-France, ouvertes au moment où les touristes arrivent? Pas grand-chose. Alors, on doit arrêter plairer. Alors, moi, je suis... Assez pleuré en nous. En nullité. Je suis entièrement d'accord avec ces propos parce que je vous dis, pour l'avoir vécu une semaine, je confirme tout ce que vous avez dit. Je peux témoigner. Et je vous assure que lorsqu'on arrive dans certains pays, l'accueil qu'on a, l'infrastructure déjà de l'accueil, excusez-moi, je suis martiniquais, mais on peut repasser. Franchement, on peut repasser. Donc, je propose... Non, on a un accueil martiniquais, typique. D'accord. Donc, on le protège. Spécifique. Glissant, alors. Alors, je sais que tu n'étais pas là la semaine dernière, Michel, tout comme moi. Bien. Alors, Les absents ont tort. non, pas du tout. Mais je sens que ça va l'intéresser, ce sujet-là. Il semblerait que le gouvernement veuille faire passer une loi sur la réforme du Code du travail. C'est pas, il semble, ça y est, c'est lancé. Ah oui. Et il paraît même que la nouvelle ministre dit qu'elle passera en force avec le Non, mais 49.3. c'est pas pareil. Il y a une déclaration qui a été faite où elle dit l'utilisation du 49.3 est envisageable. Voilà, et envisagée, envisageable. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, enfin, quel est votre avis sur le fait que ça va développer l'emploi? Ça va permettre aux patrons... Non, on ne peut pas. Attendez. Non, on ne peut pas dire ça? On ne peut pas démarrer comme ça. Déjà, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Pour le moment, le texte est devant le Conseil d'État. D'accord? Oui. Ensuite, il va arriver au Conseil des ministres. On connaît les grandes lignes. C'est un texte qui s'annonce pouvoir développer l'emploi. À partir de quoi? Simplement, c'est que, où ce texte est nouveau, et ça, Michel, là-dessus, va d'accord avec moi, c'est que aujourd'hui, dans le texte, il y a un inversement de la philosophie du travail. C'est la primauté de l'accord d'entreprise qui va être... La primauté est donnée à l'accord d'entreprise plutôt que l'accord de branche. De branche, Bon. ouais. Cela veut dire que dans l'entreprise, un accord va définir un certain périmètre sur la durée du travail, sur les conditions de travail, et cet accord va prédominer sur un accord de branche ou sur un On accord... peut même faire un référendum dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'accord S'il y a pas d'accord. entre le syndicat et la direction, il peut y avoir un référendum d'entreprise. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord que le fait qu'avec tout ce qui est prévu, par exemple pour les prud'hommes, les patrons ont au moins peur d'embaucher? Parce qu'aujourd'hui, vous embauchez quelqu'un, vous vous dites, bon, on est là, je ne sais pas pour combien de temps avec ce salarié, si jamais ça ne va pas bien, je risque ceci ou cela. Est-ce que ça permettra pas au patron de se dire, comme... C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Non, mais c'est une réalité. C'est vrai ou faux? Mais c'est une réalité, non? Non, la vraie question à se poser, parce que j'entends, c'est la peur du patron. Alors, on embauche, ça veut dire qu'on va embaucher en disant, au bout de 8 jours, dégagé, je suis tranquille, je le fous dehors. Quelle est la philosophie du travail? La philosophie du travail, c'est un cadre de vie, un développement humain, un développement d'entreprise, une recherche de plus-value, une recherche de richesse.
partagé ou pas partagé. Là, on va établir un code du travail où j'ai entendu le secrétaire général de la CGT dire c'est un retour au 19e siècle. Et je crois que quand on entend les éléments annoncés qui vont articuler ce nouveau code du travail, on peut se demander effectivement ce n'est pas un retour où la protection, les droits du salarié vont disparaître. Gouvernement socialiste, c'est à préciser quand même. Oui, voilà. Et là, au bail manger, c'est parti. Pour une fois, je vais vous apporter l'Humanité, numéro spécial, qui est intéressant parce qu'ils ont décortiqué le rapport Banneter avec un commentaire, article par article, par des spécialistes. Alors, il faut rappeler que c'est à partir du rapport Banneter que El Khomri, ministre du Travail, a fabriqué le projet de loi sur la réforme du Code du travail. Et il y a un mois d'ailleurs, elle était sur la question des 35 heures, sur la question de la durée du travail, elle tenait des propos totalement contraires à ce qu'elle tient maintenant. Donc il y a eu certainement un arbitrage. Alors, j'abonde dans le sens de Gabriel. Le droit du travail est fondé sur une idée fondamentale. C'est que ce n'est pas un droit de l'entreprise, c'est un droit du travail, d'abord. Bon, même s'il y a une incidence sur l'entreprise. Bon. Et surtout, il y a un lien, le rapport qu'il y a dans le travail, c'est un lien de subordination et non pas d'égalité. Or, non seulement cette notion va être inversée, mais ce qu'on appelle le principe de faveur, qui voulait que lorsqu'une disposition d'entreprise ne pouvait être acceptée que lorsqu'elle était supérieure aux dispositions légales ou de branche. Par conséquent, l'inverse, c'est quoi? C'est qu'on va substituer l'accord d'entreprise par dérogations successives, et en multipliant les dérogations, on va obtenir une généralisation d'un certain nombre de mesures de flexibilité. Alors, au lieu d'aller dans l'amélioration des conditions, des droits ou des prérogatives ou des droits de chacun, on ira peut-être sur la primauté, un élément qui sera moins. Alors, le principe, le modèle, c'est les lois Hartz. C'est les lois d'un premier ministre allemand, Helmut Schmidt. Bon. Alors, ça a baissé statistiquement le chômage. On est aux alentours de ce qu'on appelle le taux incompressible du taux de chômage à 4-5%. En réalité, ça a développé un nombre considérable de ce qu'on appelle les poor workers, c'est-à-dire des gens qui travaillent la durée du travail, mais dont le revenu ne leur permet pas d'atteindre même le seuil de pauvreté. Alors, comme ils travaillent, ils sont hors dehors des statistiques du travail, mais en réalité, et c'est un peu la même situation aux États-Unis. Et on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement de l'économie aux États-Unis, un ralentissement de l'économie en Europe. Pourquoi? Parce que là, il y a une demande insuffisante. Et comme il y a une demande insuffisante, eh bien, il y a un PIB insuffisant. Donc, ce qui explique pourquoi, à l'heure actuelle, il y a un risque de rechute de la crise financière mondiale. Donc, voici quelques observations, mais je vous invite, je m'adresse aux téléspectateurs. Bien sûr, j'ai cité l'Humanité, mais il y a un numéro intéressant de la revue Alternative économique qui fait partie du courant socialiste. Hein. C'est pas des marxistes avec le couteau entre les dents. Ils ne sont pas trotskistes non plus, non. Ils sont vraiment plus trotskistes. Non, ils ont vendu. Je parle de marxiste, je ne parle pas de religieux. Mais dans ce numéro d'Alternative économique de février, il y a un dossier extrêmement intéressant, parce que c'est un débat, à mon avis, qui est un débat de fond. D'accord, Eddy. Alors, il faut quand même, parce que là, Eddy, on a entendu... parmi vous quatre, c'est le seul qui embauche des salariés, donc j'écoute avec attention. Donc, il est déjà même marqué, là. Ça, c'est clair. Non. Attention, je crois qu'il faut quand même revenir aux fondamentaux. Je comprends que Gabriel puisse dire, c'est quoi le travail? Le travail, c'est un mode de vie, une convivialité, il y a une philosophie derrière tout ça, etc. Développement de la richesse. Bon, mais le travail, d'abord et surtout, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si vous avez à réaliser un pont,
Vous avez besoin de gens pour faire le pont. C'est ça au départ, il ne faut pas l'oublier. Bon. Or, la philosophie, les deux philosophies qui s'affrontent, c'est une philosophie qui est une philosophie protectionniste ou conservatrice du travail, pas au sens péjoratif, non, pas au sens péjoratif. C'est-à-dire non, je le précise, qui protège, non, mais qui protège, qui veut conserver, protéger les droits du travail. Et ça, c'est louable. Il y a une deuxième. Heureusement que ça existe. Non, mais ça, c'est pas ça qu'on c'est pas ça que je remets en cause. Non, mais c'est évident, c'est évident. Et puis il y a une deuxième philosophie qui dit la chose suivante. Nous avons changé d'époque. Or, cette deuxième philosophie, elle trompe son monde. Ok? C'est la philosophie du MEDEF. Bon, les mecs, on a changé d'époque, il faut casser le truc pour que ça aille plus vite, pour qu'il y ait de la flexibilité, etc. Et au milieu, il y a des types qui sont obligés de tenir compte de deux choses. Un, il y a de moins en moins de travail. C'est ça la réalité. La quantité, toi, il y a La quantité, oui. Oui, non, mais le volume. Il y a de moins en moins de travail. Ouais. Il y a de moins en moins de gens qualifiés. C'est ça la réalité. OK? Comme le niveau de qualification demandé est en hausse permanente et que globalement les gens, avec le système scolaire qu'on a, ils sont plutôt envoyés en dehors du système que promus à un niveau de qualité. Donc, les entreprises aujourd'hui se disent, de toute façon, c'est pas très compliqué. Comme il y a 15 millions de personnes qui demandent du travail et qu'il y a 5 millions de postes, de toute façon, on va toujours trouver quelqu'un qui va accepter le moins 10 ans. Et le type qui est au milieu, c'est le gouvernement. Il dit, bon, moi, je vais être élu si je fais baisser cette fameuse barre du chômage, mais en même temps, je ne peux pas être élu par les gens qui vont me demander de baisser la qualité, la protection du code du travail. Je ne suis d'habitude élu, je parle des socialistes, que par les gens qui, justement, veulent conserver. Et puis, il y a quelqu'un au sein du gouvernement, il y en a deux, c'est Valls et Macron, qui disent il est parfaitement possible, et c'est ça la vraie évolution, il est parfaitement possible qu'un gouvernement socialiste soit élu par des gens de droite s'il montre qu'il fait mieux qu'un gouvernement conservateur. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, il y a un chancelier social-démocrate qui a dit ah ben, je vais vous montrer que je fais une politique de droite et que je serai élu par des gens de droite. Et le pari de Hollande, c'est ça. C'est de, comme il sait, le problème, c'est que de déplacer. Schröder a été dégagé après. Voilà. Oui, mais attention, mais ils sont restés. Non, mais ils sont restés. Combien de temps ? Non, mais ils sont restés. Attends. Mais Helmut est resté. Merkel. Non, pas de Schröder. Non, mais Merkel, elle est sur son troisième mandat. Non, mais elle poursuit une politique de droite. Elle poursuit une politique de droite. Donc, pourquoi aller chercher un modèle, il suffit de prendre l'original. Mais c'est pas ça. Attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Hollande sait que s'il fait une politique de gauche, il sera battu. C'est pas sûr, ça. Oui, parce qu'il a tellement déçu les gens de gauche que de toute façon, les gens de gauche veulent le dégager. Même s'il fait une politique de gauche. Le problème, c'est que les gens de droite, ils préfèrent pas voter pour lui. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Laissez-moi aller au bout de raisonnement. Hollande fait quoi? Il fait un choix politique en faisant ça. Il ne fait pas un choix économique. Il sait très bien, il fait un choix politique. Et le choix politique, c'est quoi? Il pense à sa réélection. Mais bien sûr. Il dit quoi? Il dit, si je fais ça, qu'est-ce que les autres à droite vont faire de mieux? Personne ne fera mieux que lui, donc il aura... Non, il fait un choix politique, comme dit Edim, il fait un choix politique perdant. Un, parce que le projet de loi, une fois qu'il va arriver devant le bureau de l'Assemblée nationale, c'est pas avant le mois d'avril. Oui. Il a beau mettre une procédure accélérée pour pouvoir le faire adopter, on ne sera pas là, pas avant juin. Et comme les choses vont traîner, il devra forcer par le 49.3. Et là, c'est pas évident, parce que s'il y avait autant sur les lois Macron, il y avait la montée des fraudeurs, des frondeurs qui ont fait que il a dû mettre le 49.3 deux fois. Oui, un aller, un retour. Là, s'il met le 49.3, 49.3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bloque toute discussion, tout débat, tout amendement. Voilà. Et le texte est adopté en l'état. Il est adopté par qui? Il est adopté par ceux qui vont dire, s'il n'y a pas de motion de censure, le texte est adopté, parce que le texte... Mais s'il y a une motion de censure, il y aura une motion de censure. Il y a quelques-uns qui vont déposer une motion de censure. Elle ne sera jamais votée. Elle ne sera jamais votée. C'est la seule chance. Mais comme la droite, MEDEF et compagnie, disent, ce texte est très bien. Bien sûr. Il ne va pas y déposer une motion de censure. Non. Il y a des 49.3. Les mecs vont dire, on vote contre.
Il y aura plus de votes contre qu'il y aura de votes pour aujourd'hui. Quand on regarde l'état de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y aura plus de votes contre que de votes pour. Il sera perdant. Dans le cas où, deuxième hypothèse, il ne met pas le 49-3, il fait blocage de discussion, blocage des articles, ce sont des termes techniques, mais qui essaie de bloquer les choses. Il est là pour septembre. Ben, bien sûr. Septembre 2016. Élection présidentielle, c'est avril 2017. Merci beaucoup. Aïe, fait. J'appelle l'élection. Alors est-ce que c'est... Mais il faut revenir quand même à l'aspect économique parce que ce projet de Le loi... raisonnement d'Edith se tient quand même quelque part. Oui, Vous êtes après- d'accord? après- Oui, mais non, mais il a bien dit que c'est un calcul politique. Bon. Nous sommes d'accord. Bon. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de la démonstration Mais vous que, m'avez interrompu. que ce sera... Eddie, c'est bon. Alors, la question, c'est de savoir si sur le plan économique, c'est capable de relancer la progression de l'emploi. Non, pas à court terme. Bon, alors, Et quel emploi? il faut prendre des exemples à l'extérieur. Ce type de politique aboutit à écraser la demande et le pouvoir d'achat et la masse salariale. Et sans compter, et par conséquent, à entretenir cette spirale que nous avons sous les yeux, l'OCDE, l'OCDE vient de réviser encore à la baisse ses prévisions de croissance au niveau européen. Bon. Et par ailleurs, la plupart des analystes disent que, comme il y a un écart de plus en plus grand entre la masse des capitaux en circulation et l'économie réelle, on n'est pas à l'abri d'une bulle immobilière qui sera 2, 3, 10 fois dont la violence sera supérieure à celle qu'on a connue en 2007-2008. Ouais. Bon, autrement dit, ce n'est pas cela qui incite les gens à embaucher. Ce qui incite à embaucher, c'est le carnet de commandes. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ce que je disais. S'il n'y a pas de pont à construire, il n'y a pas d'embauche. Voilà. Bon, par conséquent, le vrai problème, et je reviens à la Martinique. Ah, est-ce que ça veut dire que tu es pour le pont de Mon Plaisir sur le littoral? Le pont de France, pour lancer des grands travaux en Martinique? Si ce pont permet d'embaucher 4000 personnes, Mais pourquoi pas? Non, D'accord. il aura mieux fait, il a fait mieux que les chimiques. Non, la critique sur le pont, c'est sur son coût financier. Et que, Pas seulement. là, sur son coût financier, C'est pas grave. sa Il y a de faisabilité technique. Mais la question, il y a des gens qui disent que à l'heure actuelle, ce n'est pas à la portée de petits pays comme la Martinique du point de vue financier. Bon, c'est ça la critique. Mais la boutade de Gabriel est juste. Y compris Daniel Morissette. Hein. Daniel Morissette, on l'a interviewé, il a dit bon, les mecs, c'est gentil, mais bon, il y a autre chose, il y a d'autres priorités. Ouais, c'est tranquille. Tout à fait. La priorité, c'est d'arriver, d'empêcher que la Martinique arrive un jour à l'asphyxie dans la circulation. Oui. Alors, oui. Daniel, Non, je voulais dire que je suis étonné que Michel n'ait pas pris la défense des travailleurs dans cette affaire-là. Oh, il a dit. il a évacué de le C'est premier ministre. implicite. Non, mais bien sûr. J'ai juste C'est aimé que implicite. ce fût explicite. Non, mais Probablement parce que Michel est convaincu que c'est d'abord que ça ne va pas tenir la route. Il est un peu comme Gabriel, ça ne va Oui. pas tenir la route Ouais, parce ouais. que c'est un calcul politique. Moi, je pense que ça va au-delà du calcul politique. Ça va très clairement, ça indique très clairement que la France est en train d'hésiter entre deux philosophies et c'est un débat qui revient sans cesse. Mais là, il va falloir trancher. Elle Parce hésite que, de moins en parce que je vous rappelle que, je cite ça de temps en temps, tribune dans Le Monde du Premier ministre malaisien qui dit « Je suis désolé, mais il va falloir que les pays occidentaux européens apprennent à être pauvres. » Ouais. Parce que c'est ça. Ça, c'est un débat de pauvres, ça. Quand on est riche, on ne bouge pas le code du travail. Quand on est riche, on dit on y va, embaucher, allez-y. Et on protège. La France a protégé ses travailleurs du fait du combat dans la rue des travailleurs, mais aussi parce que ça a été un pays. Parce que ces lois-là ont été établies quand la France était un pays riche. Et généreux. Alors- Eh ben, c'est un pays, c'est devenu, et c'est en train de devenir avec l'ensemble des autres pays, un pays qui compte beaucoup moins. Il n'est pas pauvre, mais il compte beaucoup moins. Non, il y a plein de sujets encore à voir. Donc, mais juste pour finir sur je ça. rassure quand même. Je rassure quand Sors même. ton drapeau, sors ton drapeau. Oui, quand même. Je rassure quand même. Mon opposition à cette loi, non seulement c'est la philosophie, etc., mais parce que ça sera inefficace, ça ne va pas créer l'emploi, et que ça va se retourner, bien sûr, contre les travailleurs. C'est sûr. Alors, une question simple, réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une politique de droite lorsqu'on est un gouvernement de gauche? Est-ce que les deux sont faisables? Ben, c'est ce qui se fait depuis quelque temps, non?
Ouais, enfin, bon, on dit ça, mais Les socialistes deviennent de plus en plus libéraux. Alors là, Ben, il y a plusieurs exemples. En Espagne, Daniel a viré sa clé, il a franchi le non, pas. mais alors, je précise ma question, quelque part où ça marche, un exemple qui marche. Aucun pays. Ça Aucun marche pays. pas. Tous les pays sont dans la panade. On aurait été cyclable. Bon, eh bien, on a arrêté alors. Très bien. Alors, le progressiste titre Le Karim sera chaud. Alors, et il montre des pompiers. Hein, Alors, quel est votre avis sur ça? Les pompiers qui font éruption à la CTM et aussi à l'association. Ils font pas éruption. Bon. Ils étaient attendus, invités. Bon, ils alors, bloquent quand d'accord. même les routes. Hein, quand Alors, même, d'accord, hein. mais n'empêche qu'à l'association des maires, ils n'étaient pas attendus. Hein? Si. Non Si, ça a été très compliqué de les laisser parler. Non, mais oui, non. Le rendez-vous était pris. Donc on savait qu'ils allaient venir. On savait qu'ils allaient Non, non, venir. ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas débarqué comme ça, non. Alors, quand même, est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe avec les pompiers pour les téléspectateurs de Zouk qui ne connaissent pas aussi bien la politique que vous? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe avec le SDIS, C'est très simple. avec toutes ces mairies qui disent, c'est très j'entends simple. Justin Pamphile dire oui, moi je dois 1 million, mais on ne veut pas payer. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Le SDIS, c'est un budget de 27 millions et quelques 27 milliards. d'euros. 22 millions. Millions d'euros par an. Budget alimenté par deux sources. Un, les communes, pour un peu plus de 10 millions d'euros, 34 communes. Et c'était le Conseil général avant pour 15 millions, donc la CTM pour 15 millions d'euros. Et puis il y a 2 millions de dotation qui traînent. La dette des communes, les communes qui ne paient pas, la dette des communes, le total de la dette est de 7 millions d'euros. Mais dette cumulée. Ce n'est pas une seule année, c'est dette cumulée. Ça veut dire qu'il y a certaines mairies, certaines communes qui payent. Oui, la majorité. La majorité, trois quarts des communes, en fait, il y a été les communes qui doivent. Soit payent, soit ont des moratoires. Voilà. Les communes qui ne paient pas, elles ont un moratoire, ça commence à s'étaler. Il y a peut-être en gros 7 communes qui ont une dette vis-à-vis du SDIS. La plus grosse commune, la plus grosse dette sur le total des 7 millions, c'était Fort-de-France. Fort-de-France avait un passif de plus de 4 millions et quelques d'euros. 3 millions 7. Ils sont entrés les plus riches. Mais la question, c'est comment les communes arrivent à se retrouver avec des dettes pas payées. Plusieurs raisons. Ou on n'est pas d'accord sur le mode de calcul qui fasse que chaque année vous avez ou 100 000, 400 000, 800 000 euros à payer. Ou il y a un versement qui n'arrive pas à temps, c'est pas payé, ou que le maire ne mandate pas. On peut supposer qu'il y a des maires qui refusent de mandater parce qu'ils estiment que soit qu'on leur demande de payer, ils ne sont pas d'accord. Par contre, les salariés ne paient pas. Puis il y en a d'autres où la dotation, parce que la dotation pour payer, elle s'appuie sur quoi? La dotation des communes pour payer, mais mécaniquement, elle s'appuie sur une recette. La recette, elle vient des dotations, et en particulier. Quand une commune, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des communes qui, ayant déjà des dettes vis-à-vis du SDIS, se retrouvent avec une notation qui, au moment où elle arrive dans la caisse de la commune, est automatiquement amputée de la part à verser au SDIS, parce que l'État dit, je vous prends tout de suite et je verse au SDIS. Car c'est une dépense obligatoire. C'est une dépense obligatoire. Voilà. C'est clair. Bon, mais... Et au-delà de ça, je dirais nécessaire aussi. Hein. Voilà. Ah oui, obligatoire. Bon. Forcément. Il se passe, il y a aussi une problématique, c'est ce que les maires font valoir. Le mode de calcul par rapport au nombre d'habitants, l'espèce de quotient par rapport au nombre d'habitants, ils ne sont jamais d'accord. Exact. Ils sont d'accord au Conseil général. Le Conseil général. Ils ne sont pas d'accord au Conseil général. Non, le Conseil général, c'est des conseils généraux. Non, mais déjà, quand tu regardes l'évolution de la quote-part du Conseil général, ce n'est pas une évolution linéaire. Non. Ça monte et ça descend. Ça a été 15, ça a été 11, ça a été 13, ça a été 12, ça a été 15. Ouais. Parce qu'il a fallu aussi mettre un coup de force chaque fois pour faire remonter la part du département. Service départemental d'incendie. Donc en réalité, on est, à l'époque, il n'y avait pas de souci. Chaque commune avait son poste de pompier. Des pompiers volontaires. Mais maintenant, vous avez un service tel qu'il y a des pompiers professionnels. La masse salariale mensuelle est de 2 millions. La situation est parce qu'au moment où il fallait payer, il n'y avait que 800 000 euros dans la caisse. D'accord. Voilà. Bien. Non, mais Est-ce qu'on va réussir à apurer ça avec la CTM? J'aime bien le lien. J'aime bien la question alors, je me garderai bien. Tu es journaliste là, tu n'es pas conseiller territorial. Non, il n'est pas dans cette commission-là. Je suis à la commission des finances. Oui. Non, ce que je dirais, c'est qu'à travers les explications de Gabriel, c'est que le fond du problème, c'est la situation financière
délabrée de nos communes, Ouais. qui elle-même est liée au fait qu'il y a à la fois une baisse de leurs recettes parce qu'il y a une baisse de recettes de l'octroi de mer, donc c'est l'activité économique générale de la Martinique. Bon. Et puis surtout, il y a l'application absolument, je dirais, injuste et imbécile, je mesure le terme, de la politique de réduction des dotations budgétaires dans les départements d'outre-mer, dans des départements qui sont en retard de développement et qui a commencé depuis 2014, mais qui produit ses effets plein pot en 2016. Autrement dit, aujourd'hui, même des collectivités qui étaient bien gérées, je pense par exemple à la CACEM, relativement bien gérée, avec un équilibre, vont se trouver dans une situation de déficit et qui seront obligés soit de sabrer dans leurs dépenses et leurs investissements Et dans leur programme. et de leurs programmes, Et le personnel peut-être. soit, et en tout cas ils ont arrêté le recrutement depuis l'an dernier, soit, mais ce n'est pas envisageable politiquement, mais comptablement d'augmenter la fiscalité. Et en augmentant la fiscalité, hein, les hauts taux, il y a un économiste américain qui disait que les hauts taux tuent les totaux. Ça veut dire que quand vous augmentez le taux de l'impôt, la recette de l'impôt diminue. L'affaire. L'affaire. Sans compter qu'on a de fortes chances qu'on ne vote plus pour vous. Oui, Ah oui, c'est ça. Non, mais assez radical. effectivement, mais je crois qu'on a une situation. On a dépassé Le ce serpent se stade. mord la queue. Parce que les pompiers, eux, parce que les pompiers, ils ont une légitimité à protester. En disant les maires ne peuvent pas, ça nous pose un problème. Oui, bien sûr. Parce que les pompiers, c'est quoi? Fort-de-France, c'est quand même. C'est 80 000 et quelques habitants, 90 000, mais c'est plus de 200 000 personnes à la journée. Savez-vous combien d'ambulances sont bloquées sur Fort-de-France? Deux. Deux ambulances. Non, mais 2 ambulances. Et l'ambulance arrive à la Ménard, amène un malade, une victime d'un accident de la route, arrive à la Ménard. À la Ménard, il n'y a pas de brancard. L'ambulance peut pas attend repartir. qu'on libère le brancard. brancard, ouais. Il n'attend pas un quart d'heure, il attend 2 heures. C'est pas plus. Or, une ambulance ne peut pas partir sans brancard. Vous avez quelqu'un qui a un malaise, ce qu'on a vécu, que j'ai vécu il y a quelque temps, un malaise sur la chaussée. Une première personne passe, le chauffeur de bus sécurise la personne sur la chaussée et appelle les pompiers. On arrive. Le bus, attendant depuis 20 minutes, s'en va, parce qu'il y a quand même un service de bus. La police arrive, sécurise le bonhomme. 20 minutes. 40 minutes pour que l'ambulance arrive. Pourquoi 40 minutes d'attente? On n'avait pas de brancard, il fallait appeler une ambulance qui était à l'endroit pour qu'elle arrive. 40 minutes, à Fort-de-France. La caserne se trouve à l'étang Abricot. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on est à côté de nos pompes. D'accord? Donc c'est un problème politique quelque part, non? Il y a un problème, c'est une question de volonté, mais il faut qu'on arrête le délire. Pourquoi les pompiers, les ambulances qui arrivent à l'hôpital de la Ménard sont bloquées pendant 1h30 pour une histoire de brancard? Est-ce normal? 2, est-ce normal qu'il y ait des ambulances en panne non réparées pendant des semaines, voire des mois? 3, est-ce qu'il est normal que lorsqu'il y a un problème à Sainte-Anne, on fasse venir les pompiers du Robert? Il n'y a pas de caserne de pompiers plus proche? Il y a un moment, il faut qu'on arrête, il faut qu'on mette les choses en place. C'est un problème de choix de société. Et ça nous ramène au sujet précédent. Où on continue une politique qui consiste à diminuer les dotations pour des œuvres de vie. Et les pompiers, c'en est un. Ce qu'a démontré Gabriel, c'est absolument nécessaire. Ou bien on diminue, on écrase les dépenses nécessaires à la vie et à l'emploi, parce que derrière il y a une question d'emploi, et on aboutit à un recul généralisé de la sécurité. Moi, je pense, au-delà du problème de choix de société, je pense qu'il faut que les Martiniquais bénéficient effectivement de la solidarité nationale, tout simplement parce qu'ils y contribuent. C'est quand même un élément essentiel. Et les Martiniquais ne se contentent pas de recevoir de l'argent. Hein. Je veux dire, ils payent des impôts, ils transfèrent un certain nombre de leurs investissements. Et ils participent à la croissance économique de la France. Tout à fait. Ça représente quand même 2 milliards d'achats de marchandises made in France chaque année. Bon, et c'est important. Mais il faut quand même que les Martiniquais sachent qu'il y a quand même dans ce pays un certain nombre de déséquilibres structurels sur les revenus. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que
je veux bien que la solidarité nationale joue, mais il y a aussi la solidarité locale. Et il y a un certain nombre de gens dans ce pays, il y a un certain nombre de groupes dans ce pays qui devraient participer de manière beaucoup plus active à justement cette notion de solidarité. Alors, ce n'est pas seulement les privés, mais c'est majoritairement les privés, mais c'est aussi le public, les organismes publics. Et il est assez scandaleux qu'une part considérable des dépenses de fonctionnement des organismes publics soit consacrée à des choses qui sont inacceptables. Voilà. Ça veut dire qu'il y a d'abord des collectivités, et toutes les collectivités devraient d'abord faire un effort considérable sur cette notion de solidarité, en commençant par réduire de manière drastique leur style de vie, leur train de vie. Et ça, c'est là, il y a des dizaines de millions d'euros de ressources qui pourraient être transférées. Tout à fait. Ça, c'est fondamental. Tout à fait. Et je pense que c'est la première réflexion. Et puis, arrêter de se prendre pour tout en camon, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Oui. Je veux dire, il faut... moi, je suis en train de débuter une étude prospective dans la construction. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va construire dans les 20 prochaines années? Il faut que je vous amène les projets, hein, les mecs. Hein. C'est de la petite commune au plus gros truc. Les types sont dans un délire permanent. Pharaonique. Permanent. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Bien. Ouais. Ah oui. Bon, ça n'a pas arrangé le problème de pompiers. Hein. Oui, Pas mais dire là. oui. C'est-à-dire, au lieu de dépenser dans les fêtes et spectacles, eh ben, au lieu de dépenser dans des équipements, il a raison. Eh ben, tu fais passer de l'autre côté. Et comme ça, tu payes tes dettes. Oui. Et comme ça, le pompier, il a un truc. Mais oui. Et puis tu peux être à l'aise devant le gouvernement en disant je fais des efforts dans ma gestion, Voilà. maintenant je vous demande D'y contribuer. d'y contribuer. Sinon tu es un mendiant agressif, comme dirait Césaire. Moi, je suis pour le Memorial Act. Je suis pour le Memorial Act. En Guadeloupe. En Guadeloupe. Mais quand tu fais un Memorial Act qui coûte 85 millions d'euros et que chaque année, tu dois mettre quelques dizaines de millions d'euros pour le fonctionnement. fonctionner, Le fonctionnement. il y a un moment où il faut faire un choix. Alors ça, c'est pas toi qui le paye. Non, mais ça, c'est en Guadeloupe. Non, mais ici, c'est pour éviter de la même parler chose. ici. Mais C'est c'est la même pareil, chose, c'est la c'est même pareil. chose. Bon, Il y a un projet comme ça le stade de Fort-de-France, messieurs, le stade Mais de oui. foot de Fort-de-France, Ben ok, oui. l'Atrium, Mais oui. tous ces trucs-là, c'est utile, c'est vrai, c'est utile, ça rend service. Mais le dimensionnement, Mais oui, les c'est- coûts de fonctionnement, est-ce qu'on peut, à un moment donné, réfléchir et dire, faisons des choix qui soient à la hauteur de nos ambitions, c'est vrai, il faut de l'ambition, mais qui soient à la hauteur de nos capacités. Alors, Daniel, je bon, réponds à ta là, c'est un question. Alors, débat, très là, rapidement, parce que Daniel a pas encore Je réponds à intervenu. la question. Oui. Tu as posé la question à propos de la CTM. C'est Oui. cette réflexion qui est en cours. OK? D'accord. Alors, pour le moment, on ne peut pas, on va pas changer de direction. On reconduit, Faut pas que ça soit trop brutal. on reconduit les budgets. Au fur et à mesure qu'on descend d'étage. On Ils ont 5 ans on et demi. reconduit les budgets précédents. Bon, s'agissant du SDIS, bon, malgré tout, la collectivité a donné quand même 6 millions. Hein. Bon. 6 millions sur ce qu'elle met là. Non, Non, c'est pas un effort en plus. elle C'est a- en plus. elle a- Est-ce que c'est en plus Elle a fait l'effort de Michel, payer. est-ce que c'est 6 millions Elle a sont fait en l'effort. plus de la dotation Elle a fait du l'effort. Laisse-le parler, Conseil laisse-le général parler. Elle a fait elle a fait l'effort, puisqu'il y en a qui ne paient pas leur dû, elle a fait l'effort de payer ce qu'elle payer devait. ce Et dans les qu'elle limites devait. et dans les limites Ce de qu'elle la devait. loi, puisqu'elle ne peut pas engager plus de 5/12 du budget tant qu'on n'a pas À 5/12, oui. son budget. Donc, les 6 millions, c'est quelque chose qu'elle le devait déjà sur son président, total. Voilà. parce qu'il faut quand même que je dise la vérité, le président de la Il faut CTM, quand même que tu dises la vérité. Je pensais que tu disais la vérité tout le temps. Il n'est pas obligé de la dire. Il n'est pas obligé de mentir. Aurais-tu Il n'est l'habitude pas de obligé de nous dire des mentir. bobards Non, il n'est pas obligé de mentir, mais il n'est pas obligé de dire la vérité. vous dégainez, vous êtes comme Lucky Luke, vous dégainez plus vite. Mais tu sais très bien où tu es. Tu sais où tu es, là. Bah, c'est Alors, sûr. vas-y Je pour termine qu'il ma puisse phrase et parler, puis je oui, s'il te plaît. laisse Le mon- président de la Oui. CTM, Le président de la CTM a dit aux pompiers que dans le cadre de l'examen du budget 2016, la situation globale, ce qui demande, la réévaluation du budget sera réexaminée. Donc, par conséquent, mais il y a une prise de conscience, mais d'une manière, ça fait partie de l'orientation. C'est-à-dire des dépenses, rigueur dans les dépenses. Alors, Daniel, que 2 la- secondes. Est-ce que c'est pour ça aussi que le président a demandé à Boutrin de faire le ménage au PNRN? Au PNRN. Ah, je ne sais pas. Parce qu'il semblerait qu'il a été nommé pour
faire le ménage. Faire le ménage. Ah, mais Je sais pas, d'accord. c'est Daniel, possible, hein. Mais Il y a peut-être des... tous les présidents nommés sont nommés aussi pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Il Ça s'agit dépend dans d'être quel sens, rigoureux dans alors. la gestion des choses. Ils ont un kit, on va- voilà. balayette, C'est clair. pelle. Ok, Daniel. Non, non, je vous laisse tout juste rappeler ce que veut dire SDIS. Oui. SDIS, Service départemental, ça n'est plus départemental, d'incendie et secours. de secours. Voilà. Et c'est le mot secours qui est le plus important. Oui. Tout à fait. Il y a de moins en moins d'incendies, Il y a de plus en plus moins en moins de secours. d'incendies, de plus en plus d'interventions des sapeurs-pompiers pour secourir la population. Et c'est aussi l'occasion peut-être pour nous de dire autour de la table que c'est inadmissible que des pompiers qui aient en intervention porter secours soient caillassés. Ces gens-là viennent porter ça, c'est secours à la évident. population Mais et ça, on ne c'est peut pas ça. comprendre ça. Mais bon, Et on c'était une nous dit que la parenthèse. délinquance diminue. C'était une parenthèse. D'accord. C'était pas un des sujets que tu as... Non. Alors, revenons. Eh ben, on était à la 7e. Plus de pouvoir pour le président du conseil exécutif. J'ai vu une photo hier, je crois, sur Facebook, où il y avait qui présidait Yann Monplaisir Il y a de mon plaisir, oui. et Miguel Laventure. Est-ce que c'est Non. Vous avez l'interprétation de la photo. Ouais. Ah Le bon président de l'Assemblée en exercice mardi, c'était Yann Monplaisir. C'était Yann Monplaisir. Si tu as vu Miguel Ventura, il était en tant que rapporteur Voilà. sur un dossier. Voilà. de l'exécutif, Ouais, d'accord. voilà. Non, pas de Et si tu as non, de regardé la- bien, oui. et si tu as bien regardé la photo, Oui. tu as vu que le rapporteur de l'Assemblée, c'était le président de la commission des finances, c'était moi-même. Oui. Donc, tu vois bien que... D'accord. Donc, il est alors plus de pouvoir pour le président du conseil exécutif. Oui. Dernièrement, vous avez voté ça. Malheureusement, je n'étais pas là, je n'ai pas pu suivre la plénière. Mais... Alors, c'est une interprétation un peu hasardeuse de mon confrère Galion. Alors, je suis venu avec le rapport. Je suis venu avec le Et rapport. comme tu as lu mon papier, tu as bien vu qu'il y a des éléments du rapport qui sont dans l'article. Alors, en réalité, tout simplement, il y a un certain nombre de délibérations cadres qu'au fil des ans, notamment pour les aides, qui ont pris d'un côté le Conseil général, de l'autre côté le Conseil régional. Bon, je peux en citer quelques-unes, hein, des aides pour l'entreprise, il y a des aides pour les associations, pour les des aides pour les associations, secours, la détaxe secours carburant, exceptionnels, l'agriculture, etc. la Voilà. pêche, etc. Bon. Et ce sont des délibérations cadres. Et la loi dit qu'elles sont maintenues tant qu'il n'y a pas d'autres délibérations différentes qui seront prises par la CTM. Donc, on permet... Ça s'appelle la continuité. Alors, pour qu'il n'y ait pas de rupture, donc, la décision qui a été prise, c'est de permettre à la collectivité de le faire. Et comme c'était la commission permanente qui le faisait, on l'a transféré au président de l'exécutif qui va prendre des arrêtés délibérés. C'est-à-dire, ce sont des arrêtés qui vont être délibérés en conseil exécutif. Ce n'est pas lui tout seul. Et je me suis fait Je expliquer. ne vois pas ce que Michel explique de différent qu'il y avait dans l'article. Non, c'est pas un pouvoir supplémentaire, c'est un Non, transfert c'est un pouvoir supplémentaire temporaire. temporaire et qui permet d'aller plus vite. C'est tout. Bien. Et de ne pas bloquer les aides Parce qu'en à toutes les entreprises qui réalité, attendent. en réalité, il a voulu hasardeux. C'est en fait, c'est exactement ça. C'est que logiquement, sans ça, Sans ça. toutes les décisions tout le champ d'intervention bloqué. passerait automatiquement par l'Assemblée. Ça veut dire un alourdissement de l'ordre du jour, etc. Voilà. Donc il suffit d'aller plus vite, surtout que ce ne sont pas des montants phénoménaux et ça n'implique pas quelque chose. Alors là-dessus, ça ira très vite et le temps que toutes les décisions soient en place, ça sera comme ça. Alors, le peu de temps justement qu'il nous reste, est-ce qu'on peut dire deux mots de Nicolas Sarkozy, mise en examen? Oh là, aïe. putain, là, on a fait un super cavalier. Ah oui, non, mais c'est un problème de temps, c'est pour ça. Est-ce que ça vous a surpris, la mise en examen? Est-ce que, à l'approche, oui? La surprise ne vient pas de la mise en examen. La surprise vient du fait que dans l'affaire Big Malion proprement dite, Il n'est pas. il soit témoin assisté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire les griefs, les accusations les plus graves ne sont pas retenues. Tout à fait. Escroquerie, usage de faux, Voilà. etc. ne sont pas retenues. Là, c'est simplement le dépassement de son compte de campagne. C'est le dépassement de son compte de campagne. Il dit qu'il a déjà été sanctionné par le Conseil. On ne peut pas être puni deux fois pour la même chose. Pour la même chose. D'accord. Moi, ce que je Il me semble crains, que j'ai entendu ça sur un autre dossier. ce que je crains, moi, personnellement, c'est que, comme ça s'est déjà produit dans d'autres dossiers, que ça fasse pchit
Oui. Et ça permet à Sarkozy de se revenir. présenter comme quelqu'un Une victime. qui est l'objet d'une vengeance. Victime, d'accord. Une victime. Ça aussi, ça rappelle quelque chose. Oui, Oui, ça rappelle quelque chose. De toute façon, il est clair que François Hollande a tout intérêt à ce que Sarkozy remporte la primaire. Tout à fait. Donc, François Hollande a lancé une machine au départ pour éliminer l'éventualité d'une présence de Nicolas Sarkozy aux élections. Les juges ont embrayé le pas. Et là, Hollande se dit, merde, ils sont en train de le tuer alors que j'ai besoin de lui face à moi au second tour. Parce que tous les sondages indiquent très clairement que si c'est Nicolas Sarkozy-Hollande, Hollande gagne. Quoi. Exactement. Tandis que si c'est Hollande-Juppé, Juppé l'emporte. Je l'emporte, voilà. Bien. C'est bien vu ça. Très bien, très bien. Donc il n'est pas sûr du tout qu'il soit condamné. Je dirais même plus. Je suis pratiquement sûr qu'il ne sera pas. Il ne sera pas condamné. D'accord. Tu es comme Duponté. Duponté. Voilà. C'est monté à l'anglais. Oh, papa. Ben, merci. Attends. Il y avait quelque chose prévu qui est quand même important là. Il y a plein de choses que j'ai discutées. Non, une chose super importante. Eh ben, dis-moi. Choisis. Dis-moi, Gabriel. La dernière question. Le dernier point. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Eh Ah oui. oui. Quoi donc? Mais l'autre jour, je vous ai parlé de Barack Obama, j'ai senti que vous n'étiez pas trop chaud sur lui. Non, mais là, attends, là, le titre, il a été annoncé aujourd'hui Ouais. qu'il ira à Cuba au mois de mars. Avec sa femme. Avec les dates, hein. C'est pas au mois de mars, c'est Les- 2 dates. 2 dates. C'est 2 jours. Ça sera la première visite d'un président américain à Cuba depuis 1928. Ah oui, c'est important. 1. C'est important. 2. Première visite d'un président américain depuis l'embargo depuis 1959. Tout à fait. Bon, c'est du refroidissement des relations, c'est un réchauffement des relations bilatérales. Il débarque à Cuba, ça sera un événement majeur. Simplement, c'est qu'en réalité, sur la suite politique derrière, c'est que lui, il va à Cuba pour pouvoir amorcer quelque chose qui, retour aux États-Unis, sera complètement bloqué parce qu'il y a un Congrès américain, Chambre des représentants, les députés et Sénat, totalement mené républicains, et toute tentative de pouvoir lever les embargos est aujourd'hui bloquée. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Parce que... Mais l'opinion publique sera pour lui. Non, mais... Vu déjà les réactions qui sont tombées là, Oui, bon, mais c'est bloqué. le Sénat, alors, toutes les projections électorales donnent Hillary Clinton gagnante. Mais le Congrès, la Chambre des représentants, ça ne va pas bouger. Les républicains vont garder la majorité. Par contre, le Sénat va rebasculer. Pourrait. Mettons pourrait. Ouais, pourrait, mais bon, ça veut dire, mais c'est le Sénat. C'est le Sénat qui décide. C'est le Sénat qui décide de lever l'embargo ou pas. Et ce que Barack Obama fait là, c'est pour accentuer encore le basculement. Il veut rendre la situation Parce que les Hispaniques vont voter. Il veut rendre la situation irréversible avant son départ. Pour que la levée soit je conclurai une que ça formalité. prouve quand même une chose, que ça montre qu'il faut laisser la peur du rouge au bêtes à cornes. Après le carnaval, c'est pas mauvais. Juste une petite chose. Une précision. Juste une petite chose. Je pense que durant cette visite de Barack Obama à Cuba, à La Havane, il sera non seulement question de l'embargo, mais il sera aussi question de la fermeture du bagne de Guantanamo. Ouais. Le bagne, non, surtout de la base de Guantanamo avant de sur le bagne. Oui. Mais à l'ordre du jour, et ça, dans les premiers éléments de l'information que nous avons, la question des droits de l'homme sera au cœur des discussions. Aussi. Ouais, mais ça, c'est pour le décor. Voilà. Bon, messieurs, merci beaucoup parce que là, on nous met dehors. Donc, les bêtes à cornes rouges, vert et noir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut, monsieur. Merci beaucoup pour votre analyse ô combien intéressante que les téléspectateurs de Zouk Télévision regardent passionnément. Donc, merci à tous les quatre. C'est ce qu'on vous dit. Très bien. Les gens nous arrêtent dans la Il faudrait qu'on le dise aussi. Il faudrait vrai. aussi le dire à Gérard, parce qu'il commence à nous embêter, ce garçon. Ah oui. Ouais. Allez. Il m'a téléphoné. Celui qui s'est mis en retraite. Là. Voilà. Allez, bon week-end et bonne semaine à vous, messieurs. Bye bye.